Vibration, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Vibration, le podcast qui fait vibrer vos communications internes. Bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons traiter ensemble la question de l'égalité de traitement homme-femme ou femme-homme. Je ne sais pas comment on le dit, dans quel sens, on verra tout à l'heure. En tout cas, on va voir comment la com interne peut être une des clés de l'égalité de traitement. Je m'appelle David Gordon, je suis le fondateur de Nouvelle Voix. Un petit mot sur ce podcast puisque vous retrouvez régulièrement dans ce podcast des experts, des points de vue sur cette communication interne qui bouge, qui vibre, qui est devenue stratégique depuis quelques mois et qui va le devenir de plus en plus les prochaines années. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Et à travers ces podcasts, nous allons faire entendre des points de vue, des voix, des angles. Et on traite la com interne sous différents axes. On parle d'humour, on parle d'égalité de traitement, on parle de différences entre les cultures. Bref, plein de sujets autour de la com interne. Alors, si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous aide énormément de vous abonner à notre chaîne parce que ça nous remonte dans les algorithmes des moteurs de recherche et ça nous aide à continuer de proposer des contenus gratuitement à toutes celles et ceux qui sont passionnés comme nous de communication interne. Écoutez, je crois qu'on est prêt. Alors, c'est parti pour Vibration, le podcast. Vibration, le podcast. Ravi de vous retrouver et je ne suis pas seul, comme d'habitude, pour enregistrer ce podcast. J'ai le plaisir d'avoir en face de moi Livia Villaplana. Salut Livia. Salut David. On se dit salut mais on s'est déjà dit bonjour avant en fait. Oui, ça c'est un des trucs des podcasts finalement, on se dit toujours bonjour alors qu'on s'est déjà dit bonjour avant. Oui, puis parfois on se vous voit comme à la télé. Non, on va se tutoyer. Nous on va se tutoyer. On va se tutoyer. Écoute Livia, j'ai eu envie de parler de ce sujet de l'égalité de traitement homme-femme ou femme-homme. Tu vas me dire comment je veux le dire. Pour une raison très simple, on va tous dire. Il y a quelques mois, on a organisé avec Nouvelle Voix, la société que j'ai fondée, une grande journée de webconférence autour de la communication interne. Alors c'était passionnant, il y avait plein de sujets dans la journée. Et finalement, une fois que j'avais construit tout mon line-up d'invités, il y avait que des hommes. Et il y avait que des hommes. Et on me l'a reproché. Ma femme m'a fait la gueule, mes amis m'ont renié. Mais à un moment donné, c'était déjà lancé, c'était fait. Et je me suis dit, mince, il y a que des hommes. Là, je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Donc, c'est un peu un mea culpa que je fais en traitant ce sujet longuement avec toi. Et je suis ravi de t'interviewer et d'en débattre aussi parce que tu as un parcours incroyable, Livia. Tu es avocate. Oui. Ça, c'est une première chose. D'accord? C'est vrai. Et tu es en plus entrepreneuse de deux sociétés dont on va parler, Happy Skills et Coachello. On va en parler, on va en dire deux mots tout à l'heure. Tu es coach professionnel et tu es formatrice en soft skills. Tu as d'ailleurs créé une formation relation femme-homme. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer cette formation? Oui, c'est une bonne question. En fait, donc comme tu l'as dit, je suis avocate à la base et donc j'ai travaillé dans ce métier pendant 10 ans. À la fois en cabinet d'avocat et en entreprise. Et donc, j'ai pu moi-même, en fait, expérimenter en tant que collaboratrice et salariée, tous les biais sexistes, en fait, dont on peut faire l'objet en entreprise. Ouais. Et j'ai aussi recueilli beaucoup d'histoires de mes copines, de mes collègues, sur ces biais sexistes qu'on subit tous les jours, au quotidien, en entreprise. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de femmes n'ont même pas conscience, en fait, de ces biais sexistes parce que c'est tellement ancré dans la société, dans nos inconscients collectifs, que parfois on les vit, on en souffre, mais on ne sait pas très bien mettre le doigt dessus et s'en rendre compte. C'est en nous, quoi. Exactement, c'est complètement ancré et il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est le fait de dire que les femmes aussi reproduisent les biais sexistes. C'est-à-dire que mon propos, et ça c'est très important dans ma formation relation homme-femme au travail, mon propos n'est pas du tout de culpabiliser les hommes ou de les pointer du doigt ou de leur dire tout est de votre faute. Je me sens mieux déjà. Oui, tu peux te détendre. C'est vraiment de dire on est tous soumis en fait à un carcan un peu viriliste, j'appelle ça, et patriarcal, qu'on subit tous et toutes. Et ça, c'est tous et toutes. Tous et toutes, bien sûr, parce que les hommes en sont victimes aussi. J'ai envie de te dire, lorsque je t'écoute, si les femmes elles-mêmes n'ont pas forcément conscience des biais sexistes qu'elles véhiculent, les hommes peut-être encore moins. Et donc, du coup, il est important de remettre un petit peu la chapelle au centre du village, comme on dit. Et donc, on va parler de ces sujets-là. C'est intéressant. Et aussi, on va aborder ce sujet sous l'angle de la com interne, parce que tu le sais, ce podcast traite de com interne. Et on se rend compte que la com interne est une des clés
une des solutions, pas la seule, on va pas se raconter d'histoire, mais ça peut être une clé importante dans l'égalité de traitement femmes-hommes. On va parler de ça, on va vous donner des points de vue sur comment orienter ces communications écrites, orales, écriture inclusive. Est-ce qu'on dit femmes et hommes lorsqu'on parle des hommes et des femmes, ou est-ce qu'on dit homme-femme? On va parler de tout ça, on va vous donner des idées de contenu de communication, on va vous donner également quelques petites clés, on va parler de féminisme washing, voilà. Tous les sujets dont on va évoquer. Un petit mot sur les 2 sociétés que tu as créées avec tes associés. Happy Skills, dans un premier temps. Tu peux nous expliquer ce dont il s'agit? Oui, exactement. Alors, Happy Skills, c'est une société de formation aux soft skills, tu l'as dit, c'est-à-dire aux compétences relationnelles en entreprise. Donc, c'est assez général. Ça va de la prise de parole en public à la relation homme-femme au travail. Donc, c'est voilà, travailler toutes ces compétences qui ne sont pas des hard skills. Et donc effectivement, je l'ai cofondé avec 2 associés hommes, ce qui est intéressant en termes de justement relation homme-femme au travail et qui m'a nourri aussi pour créer cette relation. Et t'as eu l'air d'en souffrir avec eux. Alors je les connais, donc je sais que c'est pas les plus sexistes qui existent, mais bon, des fois peut-être que derrière quelqu'un qui est pas sexiste, peut-être qu'il peut avoir aussi des petites phrases, des petites choses. Ouais. Exactement, mais il y a effectivement mon rapport avec mes associés hommes, mais il y a aussi mon rapport à moi-même en tant que femme, ma vision de moi-même, les croyances limitantes que j'ai envers moi-même, parce que moi aussi je perpétue ça. Donc ça c'est intéressant aussi de mettre le doigt dessus. Donc ça c'est pour Happy Skills, et puis là récemment je suis cofondatrice aussi d'une société qui s'appelle Coachello et qui propose du coaching à la demande en entreprise via Slack notamment. D'accord. Et justement, on a très à cœur d'apporter le coaching pour soutenir les femmes dans des moments critiques comme par exemple le congé maternité ou le retour de congé maternité qui, on le sait, est une période cruciale pour une femme. Il y a beaucoup de chamboulements dans son corps, dans son psychologique. Et il y a beaucoup de culpabilité de quitter son bébé, de revenir au travail alors qu'on n'a pas été là pendant longtemps. On a peur qu'on nous pique notre place. On a ce syndrome de l'imposteur qui survient à ce moment-là. Donc, c'est des moments où c'est très important d'être accompagné. Et le coaching est un outil super puissant pour ça. Donc, voilà, on travaille sur ces problématiques avec Coachello. Par Slack, hyper intéressant. Ouais. Écoute, on va commencer cette émission de plein pied, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet avec la première partie, comment les communications orales, les communications écrites peuvent avoir un rôle dans l'égalité de traitement femmes-hommes lorsqu'on est dans la com interne. C'est parti. Vibration, le podcast. Alors Livia, moi je sais plus quoi dire. Je sais plus si je dis mesdames et messieurs, messieurs et mesdames. Je sais pas comment faut s'exprimer. Je marche un peu sur des œufs à chaque fois. Je présente beaucoup de podcasts et je dis celles et ceux. Voilà, bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce podcast. Je le dis pour faire une place aux femmes et pour montrer que c'est important pour moi qu'elles soient sur la même échelle. Ouais. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que vraiment on dit il a dit celles et ceux, les collaboratrices et les collaborateurs, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est une très bonne question et d'abord je trouve ça intéressant ce que tu dis que tu as l'impression de marcher sur des œufs et de plus pouvoir peut-être t'exprimer spontanément. Je suis très très honnête. Alors là je suis vraiment sans filtre, hein. Je le dis parce que j'ai un peu peur de la réaction que peut avoir les auditeurs et les auditrices. Je le dis, c'est un réflexe maintenant. Bien sûr. Lorsque je dis bonjour à tous, bienvenue chers collaborateurs dans ce podcast. En fait, je me dis oh là là, j'ai pas envie de créer des problèmes en fait. Et de froisser quelqu'un. Mais oui. Et donc ce que tu dis est très intéressant parce que je pense que tu parles pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens et d'hommes notamment qui ont cette sensation en ce moment de plus pouvoir s'exprimer librement ou en tout cas spontanément sans réfléchir aux conséquences. Et alors, à la fois, je trouve que c'est intéressant cette réflexion sur le langage, parce que c'est vrai que le langage porte quelque chose, porte une philosophie. C'est intéressant, mais pour moi, c'est pas le nerf de la guerre. Et le propos, c'est pas d'avoir l'impression qu'on peut plus rien dire, qu'on peut plus s'exprimer spontanément, qu'au moindre mot de travers, on va nous tomber dessus parce que on est un homme oppresseur. Voilà. Oui, mais quand tu fais un contenu de communication interne, quelque part, on donne un exemple. C'est une culture. On véhicule une culture d'entreprise. Oui, certes, mais pour moi, alors ça peut pas faire de mal. C'est-à-dire que si on dit collaborateur, collaboratrice, c'est vrai que c'est plus inclusif. Ouais. Mais pour moi, c'est pas le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si c'est plus important en fait de communiquer des choses de fond. Ouais. En fait, qui mettent en avant les femmes
et de montrer que la boîte est un safe space en fait pour les femmes et qu'on les met en protection et qu'on les met en avant et qu'on met des choses vraiment en œuvre pour qu'elles se sentent bien dans leur environnement de travail, c'est beaucoup plus important ça que la manière de s'exprimer. C'est-à-dire que je préfère 10 fois une boîte qui va pas dire celles et ceux toutes les 5 minutes, mais qui va vraiment mettre des choses en place concrètes pour que les femmes se sentent bien, plutôt que l'inverse. Donc je comprends. Voilà, pour moi c'est pas le nerf de la guerre. Si on prend des cas extrêmes, je comprends ce que tu dis. Néanmoins, certaines opérations qui permettrait de faire en sorte qu'une entreprise soit une safe space, pour reprendre tes propos, peuvent prendre un petit peu de temps. Et de toute façon, il faut bien un début d'un amorçage de quelque chose. Oui. Donc moi, j'ai tendance à dire, voilà, faisons de l'inclusif, faisons du celles et ceux et du collaboratrices et collaborateurs. De toute façon, c'est un début de quelque chose qui doit poursuivre vers des opérations concrètes. Mais tu vois, c'est intéressant le langage, parce qu'il y a des langues, par exemple l'anglais, où il n'y a pas tellement... ça, c'est le bonheur. Ouais, voilà. C'est le bonheur. Tu vois, il y a très peu de différences masculin-féminin, et pourtant, les problématiques relations hommes-femmes et de sexisme sont très, très présentes. Ouais, c'est intéressant. Mais donc, t'as raison. Pour moi, c'est un argument pour dire que finalement, le combat, il n'est pas là. Tu vois, que le langage, c'est quelque chose de symbolique, et il faut pas tomber dans un truc où on va devoir être très explicite sur tout ce qu'on dit et choisir ses mots. C'est pas ça le problème. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on dise à ce qu'on utilise le français tel qu'il est avec ses règles de grammaire. Voilà. Ouais. En revanche, voilà, c'est bien de mettre en avant des initiatives, et souvent, en fait, les entreprises font beaucoup de choses, et c'est là où la com interne est cruciale. C'est que les entreprises font beaucoup de choses pour les femmes et pour l'inclusion et pour l'égalité de traitement, mais elles communiquent pas vraiment dessus, ce qui fait que les femmes n'en ont pas conscience, les hommes non plus. Et on reste dans une espèce de flottement où on reste avec ses propres peurs, ses propres limites, alors que le fait d'en parler, de mettre ça en avant, je pense que ça fait du bien, quoi. Ah, ça fait du bien, bien sûr. Après, moi, je m'interroge quand même sur certaines phrases que j'ai pu entendre en entreprise. Je sais pas, je prends des choses au hasard. On va se relever les manches pour aller le chercher l'objectif. Ouais. Bon, se relever les manches. Effectivement, les femmes ont des chemisiers, elles peuvent se relever les manches. Mais on va pas se raconter d'histoire. À l'origine, se relever les manches, c'est bien des manches de chemise qu'on retrousse parce qu'on y va comme si on était un mécanicien qui allait mettre les mains dans le cambouis, tu vois. Ouais, tout à fait. Se relever les manches, est-ce que finalement, de manière en filigrane comme ça, on s'adresse pas aux hommes? Et du coup, est-ce que toi, si je te dis, allez, on va se relever les manches, on va aller chercher l'objectif, et que toi, tu te sens concerné par ce que je viens de dire? Oui, ça, c'est un bon exemple, effectivement, de code un peu viril. Un peu viril. Ah ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a ce code, tous ces codes un peu virils en entreprise. En fait, ce qui est certain, c'est que les codes virils sont reliés à la performance professionnelle. Et que, en général, ce qui est attribué au féminin, comme les émotions, je dis pas que c'est vrai que les femmes sont plus émotives, mais je dis que c'est ce qui est dans l'inconscient collectif. Voilà, les émotions, le fait d'être un team player, de faire attention aux autres, le care, on dit en anglais. Ça va être plutôt relié aux femmes, et c'est moins relié dans l'inconscient collectif à la performance professionnelle. Ouais. Donc effectivement, si t'insistes, sur ces clichés, avec tout ce langage de allez, on va aller à la guerre. Ouais, c'est ça. Voilà. Et oui, c'est sûr que les femmes vont se sentir peut-être moins concernées par ce genre de propos. Ouais. Ouais. Donc, quand même, il y a quand même, à un moment donné, lorsqu'on fait des prises de parole, on fera un podcast sur la prise de parole des dirigeants, dans quelques semaines. Néanmoins, dans la prise de parole des dirigeants, des managers même, à tout niveau, il y a un certain nombre de réflexes peut-être d'expressions qu'il faut, garder pour soi pour vraiment inclure tout le monde. Ah oui, mais complètement. Ça, c'est vrai que c'est un très bon exemple que tu as donné, c'est d'un peu faire attention à pas avoir des communications qui ont tout ce langage viril de la guerre, de la conquête, qui sont plutôt des choses qui sont attribuées au masculin et qui effectivement vont plus peut-être motiver, mais certains hommes en plus, pas tous. Oui, non, complètement. Oui. Voilà. Mais c'est en train de changer ça, parce que en ce moment, ce qui est plutôt en vogue, c'est de parler d'empathie, de leadership, mais au sens où on écoute ses collaborateurs, où on est empathique. Et toutes ces valeurs-là, elles sont beaucoup moins viriles et elles sont beaucoup plus inclusives pour les deux sexes, en fait. Ouais, clairement. Après, il y a l'écriture inclusive. Alors là, non seulement je sais pas l'écrire, c'est compliqué. Alors je me trompe à chaque fois. Je sais pas à quel moment, à partir de quelle consonne on reprend pour après le point, etc. En plus, c'est très compliqué à lire. Pour autant, on a le sentiment que maintenant,
que c'est, on va dire, dans la langue française, avec le tampon de l'Académie française, mesdames, messieurs, et ben il faut l'employer. Pour autant, dans les communications de com interne, on essaie quand même d'avoir des communications qui soient, on va dire, les plus digestes possibles, qui soient le plus simples, qui soient le plus synthétiques, parce que on va pas demander aux collaborateurs, aux collaboratrices de passer des heures à lire des com internes. Je ne pense pas, moi, personnellement, qu'il faille arriver sur des com internes avec de l'écriture inclusive. Ça me semble lourd, en fait. Ouais. Pareil, peut-être que je me trompe, Livia, dis-moi, mais j'ai le sentiment que c'est too much, en fait. Alors en fait, moi je suis comme toi, c'est-à-dire que je pense que sur le sujet, il n'y a pas de vérité absolue, il y a juste des sensibilités et c'est un sujet qui est éminemment politique, l'écriture inclusive. C'est un vrai choix politique qu'on fait, donc c'est à chaque boîte de réfléchir à sa culture, à ses valeurs, à ce qu'elle a envie de faire passer comme message, à mettre le curseur, à placer le curseur voilà, sur l'échelle de l'inclusion, comment ils veulent traduire ça. Si tu me poses la question à titre personnel, moi, à titre personnel, l'écriture inclusive, ça ne me parle pas. Tu avais déjà senti ça dans mes propos en début J'avais compris. En début d'entretien, c'est que pour moi, ça c'est quelque chose d'assez artificiel et je pense que ça va pas prendre. Parce que je pense que le langage, c'est quelque chose de symbolique, que de toute façon, on est obligé de trouver des mots pour décrire des concepts et que c'est pas littéral. Tu vois, quand on décrit un tapis, on va pas décrire sa matière, tous les matériaux qu'il y a dedans. Et ben, pour moi, quand on essaye de faire de l'écriture inclusive, on essaye de décrire une réalité. Or, le langage, ça ne peut être que symbolique. Bon, là, je vais dans des trucs un peu intellectuels. Non, mais c'est intéressant. Je t'écoute avec beaucoup d'attention. Ouais. Voilà, tu vois le point, c'est que pour moi, c'est pas ça qui est important finalement. Ouais. Ce qui va être important, c'est le fond. Ouais, c'en est de l'inclusion, mais on en a peut-être pas besoin à l'écrit parce que ce qui est important, c'est ce qu'on dit au fond. Et rajouter, on va dire, de l'inclusif, cet apparat, etc. Finalement, on perd en efficacité parce que ce qui est important, c'est le fond. Et en com interne, c'est le fond. Oui. Notamment, plus, pas que dans com interne d'ailleurs. Ce que tu dis là est intéressant. Je rebondis parce que effectivement, dans le pire des cas, ça peut même être contre-productif parce que ça peut être du féministe washing, c'est-à-dire on met un apparat d'inclusion parce qu'on fait de l'écriture inclusive pour masquer le fait que derrière on fait pas grand-chose. Donc encore une fois, moi je privilégie le fond à la forme. Ouais. Bah oui, je comprends bien. Même si on est d'accord que ça c'est ton point de vue personnel et on est là que pour ça. C'est ton point de vue qui m'intéresse. Celles et ceux qui nous écoutent peut-être ont un autre avis et ça m'intéresserait qu'ils nous fassent un retour sur ça. Est-ce que l'écriture inclusive est quelque chose qui vous touche, qui vous permet de vous sentir plus impliqué? Ça m'intéresserait d'avoir vos retours parce que pour le coup voilà, Livia a un point de vue, moi j'en ai un, mais après mon point de vue on s'en fout un peu de toute façon non, on s'en fout pas. Mais là ça m'intéresserait que vous nous fassiez un retour sur ça. Et puis on pourra faire peut-être une version 2 du podcast avec tous les commentaires qu'on aura reçus. J'aimerais qu'on parle des événements internes d'entreprise, Livia, parce que là aussi on va voir qu'il y a plein de petits travers, plein de petits biais qui ne vont pas dans le sens de l'égalité de traitement femmes-hommes. Vibration, le podcast. Alors Livia, il y a des séminaires, maintenant que on est dans un relatif retour à la normale, voilà, j'espère. Je sais pas, tout dépend quand est-ce que vous allez écouter le podcast, parce que le podcast vit des années sur une plateforme, et peut-être que dans un an, on sera... En tout cas, nous sommes en juillet 2021, et on arrive dans une relative retour à la normale, avec des séminaires qui se refont, qui se reprogramment. Et j'ai le sentiment que là aussi, dans les événements d'entreprise, présentiels ou même distanciels, des events, il y a aussi des choses sur lesquelles il faut pas se tromper parce qu'il peut y avoir des choses très excluantes. Moi, j'organisais par exemple des événements internes en entreprise et moi je suis là pour avouer mes fautes là ici. Alors là c'est au confessionnal. Ah ouais, à un moment donné, j'ai fait un tournoi de foot, ouais. Je te le dis. C'est rigolo cette confession. Mais je m'en suis rendu compte de mon erreur. Mais en fait, pour tout te dire, je me suis dit, on va faire un tournoi de foot et on va inclure les femmes avec nous parce qu'il n'y a pas de raison. Oui, bien sûr. Sauf que finalement, je me suis fait avoir parce que le foot ne plaît pas à tout le monde et il y avait quelques collègues qui sont venus jouer avec nous, mais une immense majorité de nos collègues, de nos collaboratrices, ne sont pas venus jouer avec nous. Ouais.
Et donc, du coup, ça a eu un effet totalement inverse. C'est-à-dire que c'était considéré comme un truc hyper sexiste. Oui. L'activité, c'était du football. Alors que moi, je me suis dit, au contraire, on va mixer les équipes. C'était ça dans mon idée, tu vois. Et bah, je me suis planté. Mais j'imagine que ça arrive souvent de se tromper dans des activités qui sont peut-être soit perçues comme trop masculines ou alors comme trop féminines. Je sais pas, dans l'autre sens peut-être aussi. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis et que tu prennes l'exemple du match de foot qui était celui que j'allais donner On n'a pas échangé sur ça avant. Non, donc, pas du tout. on essaie de garder le maximum de spontanéité. Donc, Exactement, mais c'est vrai que quand tu pars en séminaire avec des hommes et des femmes, tu peux être tenté de faire Alors, toi, tu avais pensé inclure les femmes. Mais au pire, ça peut être match de foot où les hommes vont se retrouver et ah ouais, non. atelier manucure ou massage salsa, ou salsa ah ouais, non, pour les femmes. Voilà, ouais. Exactement. Donc déjà, effectivement, faire attention à, en fonction, encore une fois, de la culture de sa boîte, des valeurs qu'on a envie de transmettre, etc., faire attention aux activités, à créer des activités qui peuvent convenir aux deux, qui ne sont pas si, de manière cliché, un peu sexuée. Faut pas du tout sexuer le truc, quoi. Et faire des choses qui peuvent, au contraire, rassembler. Alors, je comprends ta démarche de te dire, et c'est souvent l'erreur qu'on fait, de se dire, tiens, je vais organiser une activité et je vais pas exclure les femmes. Évidemment, on va faire un match de foot, ça va être mixte, on va jouer tous ensemble, ça va être super sympa. Et dans l'idée, c'est clair que c'est intéressant, mais en réalité, à l'épreuve de la réalité et des siècles de différences hommes-femmes et du fait que voilà ça marche pas. Bah, ça marche j'en suis pas. bien rendu compte, bien sûr. C'est ça, parce que voilà, depuis tout petit, les hommes on les met au sport et puis les femmes on les met au dessin et à la danse, comme tu dis. Donc c'est difficile le temps d'un séminaire d'effacer tout ça. On peut pas. Donc comme on ne peut pas et on est pragmatique, et ben on cherche plutôt des activités qui vont inclure les deux. Ouais, Quoi. c'est ça. Donc peut-être des olympiades plus larges, le sport qui soit exactement. pas forcément sexué, je veux dire du. C'est ça. Par exemple, tu sais le sac la course en sac. La course en sac. Ça c'est pas un truc qui est sexué. Donc voilà, il y a plein de choses. Non mais il y a plein de choses. Effectivement, il peut y avoir des ateliers. Karaoké, voilà. je sais pas moi, un blind. Un blind test, etc. Test, ouais, il y a plein. Effectivement, il y en a énormément de toute façon. Il y a énormément. Donc, effectivement, mais c'était la mauvaise idée, mais ça permettait aussi d'introduire ce point il y a énormément d'événements d'entreprise où on ne s'y prend pas forcément bien. Il y a une journée dans l'année, c'est la journée de la femme. Exactement. Alors, comment gérer la journée de la femme comme interne, Livia? Si tu ne la traites pas, quelque part, tu manques à tes obligations de valoriser une journée des femmes et c'est important. Mais si tu l'as faite, et bah du coup les mecs disent mais attends, il y a une journée de l'homme. Alors oui, c'est toute l'année pour vous. Bon, alors du coup c'est un truc sans fin, c'est horrible. Non mais c'est ça. Et alors là, tu prends un exemple que moi j'ai vécu à titre personnel, puisque quand je bossais dans l'assurance, pour la journée de la femme, on invitait toutes les femmes de la boîte à aller se faire masser dans des instituts Clarins, etc. Donc c'était super sympa, on crachait pas dans la soupe. Bah oui, tu prends, bien sûr. Tu prends, t'y vas, tu passes une super journée, mais ça provoquait deux choses. Premièrement, ça faisait prendre conscience aux femmes qu'il y avait une journée de la femme parce que effectivement tous les autres jours sont plutôt la journée de l'homme. C'était perçu par tout le monde comme ça ? Non, parce pas que forcément. Non, parce que t'as des degrés de maturité et de conscience par rapport à ce genre de problématiques divers au sein des populations féminines. Donc t'en avais qui prenaient ce qu'elles avaient à prendre et sans réfléchir au-delà. Et il y en avait qui se disaient, moi, je préférerais pas avoir mon massage une fois par an et puis avoir un niveau de salaire équivalent à celui de mon collègue homme. Mais elles allaient au massage quand même. Mais elles allaient au massage quand même, bah oui. Je juge pas. On nous donne un truc, on prend. Pas de problème. Exactement. Oui, il y avait pas de militante au point de. Ouais, d'accord. Au point de refuser le cadeau. Ouais. Exactement. Moi, y compris, mais à culpa. Mais pourquoi? Enfin, mais à culpa de rien du tout. Il y a pas de raison de refuser un cadeau qu'on te fait, en fait, finalement. C'est ça. Exactement. Et la deuxième réaction, c'était que les mecs, se disaient, oui, on est exclus de cet événement. Et ce qui est vrai. Et le reste de l'année, ils n'avaient pas non plus d'événement mecs. Ouais. Donc, encore une fois, ça partait d'un bon sentiment. Mais finalement, c'était peut-être une manière un peu dépassée de voir les choses. Okay. Parce que les femmes au sein de l'entreprise auraient préféré qu'il y ait des initiatives pour les promouvoir, pour leur donner des bonus équivalents et des salaires équivalents. Je comprends tout à fait que c'est une belle complexité à gérer cette journée. Et oui. Et on n'a pas forcément une solution. Est-ce que t'as une bonne pratique à partager sur ça? Non, moi je dirais que ce jour-là, ce qui serait intéressant, ce serait de faire un bilan. Par exemple, la com a un rôle à jouer là-dessus.
de communiquer sur toutes les initiatives Intéressant. qui sont prises par l'entreprise pour justement promouvoir les femmes et une égalité de traitement avec les hommes. Et Super idée. C'est un bon moment pour le faire. C'est pas un cadeau, c'est pas un moment donné où on valorise plus que ça les femmes, mais on fait un bilan sur un travail de toute l'année. Exactement. Sur Ouais. un travail de fond qui va servir aux femmes à long terme, sur toutes les initiatives qui sont prises et pourquoi pas des portraits de femmes dans l'entreprise qui ont été promues, qui ont réalisé des choses. Voilà, pour montrer que les femmes sont tout aussi performantes au travail que les hommes et que donc cette différence de traitement est complètement désuète. Avant de clôturer cette émission, j'aimerais qu'on arrive sur des idées de contenu concret de communication interne. On a commencé à en parler tout à l'heure, des idées de contenu. Je sais que tu as planché sur le sujet, Livia, avec des idées de contenu que toute personne qui travaille dans la com interne pourrait véhiculer, partager dans des newsletters, dans des affichages, dans des podcasts. Sur quoi on pourrait partir, par exemple, si on fait une année entière de com interne, quelles sont les grandes campagnes, quels sont les grands sujets que tu aborderais toi, Livia? Moi, je trouve que la com interne, c'est un outil extraordinaire pour promouvoir l'inclusion homme-femme et pour pouvoir montrer que l'entreprise est un safe space, encore une fois, pour les femmes. C'est-à-dire que c'est intéressant pour la com de faire savoir à la boîte toutes les choses qui sont mises en place pour les femmes, que ça soit, je sais pas moi, un congé mat un peu plus long, un accompagnement au retour au congé mat, de faire des portraits de femmes qui sont à des hauts postes pour en fait montrer que c'est possible, que non seulement c'est possible, mais que ça se fait, que tout le monde le sache et que les femmes soient mises en valeur au sein de la boîte. Parce que ça aussi, ça va donner confiance aux autres femmes. C'est le principe du role model, tu vois, en anglais. En anglais, exactement. J'ai reconnu la langue, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais j'ai compris que c'était de l'anglais déjà. Tu vois, en faisant ça déjà, et aussi en communiquant sur tout ce qui est fait, sur le fait que le harcèlement sexuel, c'est pas ok. Faire des blagues sexistes toute la journée, c'est pas ok. Combattre des idées reçues aussi, peut-être. Exactement. Il y a pas mal d'idées reçues qui peuvent être combattues avec des grandes campagnes un peu choc, ou pas d'ailleurs. On peut aussi manier l'humour. Il y a un podcast où on traite d'humour et mon invité a traité ces sujets avec humour. Donc on peut aussi faire de l'humour avec ça. Heureusement. Et tu l'as compris, moi je suis pas du tout pour la censure. Ah non, j'ai bien compris. Donc je suis pas du tout pour qu'on arrête les blagues au boulot et que on a le droit de se faire des blagues, mais communiquer sur tout ce qui est mis en place pour les femmes, pour les promouvoir, pour qu'elles soient traitées comme les hommes. Ce qui sous-entend qu'il y ait des choses en place pour les femmes et qui sont derrière. Parce qu'effectivement, si on fait que des campagnes avec des bonnes pensées, des idées bien pensantes, ça va pas suffire. Ça va être perçu comme une blague en interne. On va pas se mentir. Là, ça sera très mal pris en interne parce que les gens ne s'y trompent pas. S'il y a un discours mais que le fond ne suit pas du tout, ça passera très mal. Donc effectivement, pour moi, la com interne doit être le relais en fait de ce qui est fait par les RH en termes de formation, d'accompagnement au coaching, de employees benefits, tout ça quoi. Ok. Voilà. Donc si je résume ce qu'on vient de se dire, ayez une vraie stratégie de fond avec des vrais contenus, des formations pour les femmes mais pour les hommes également, des ateliers pour femmes mais également avec des hommes dedans parce que toi tu dis qu'il faut absolument inclure les hommes dans ces ateliers. Donc ayez une vraie stratégie de contenu, d'ateliers à partir desquels vous pourrez faire une communication, valoriser ce que vous faites concrètement et lorsqu'on arrive à la journée de la femme, on en fait le bilan de tout ça. Et là, on boucle une boucle qui est assez intéressante. Moi, si j'étais dans une boîte qui fait ça, je trouverais ça cool. Ouais, c'est une bonne idée. On va terminer l'émission avec quelques propos que j'ai pu entendre ou que j'ai parfois la tentation de dire moi en tant qu'homme et on continue le confessionnal. Et tu vas me dire si c'est sexiste ou pas sexiste. Vibration, le podcast. Livia, quand je trouve que la robe d'une collaboratrice, d'une collègue est jolie, est-ce que je peux lui dire? Alors, oui, dans le principe. C'est-à-dire que heureusement qu'on peut encore se dire ce genre de choses et que, mais tout dépend comment c'est fait. Et c'est souvent ça la zone grise de l'agissement sexiste. C'est-à-dire que si tu as une bonne relation avec cette collègue qui est saine, qui n'a pas de sous-entendu lubrique, et que un jour vous êtes amis, vous faites confiance, et qu'un jour tu dis j'aime beaucoup ta robe, elle est super jolie, elle te va bien,
Je vois pas où est le problème. Okay, exactement. Il n'y a pas de pression qui est véhiculée. Maintenant, si c'est des commentaires tous les jours en regardant la fille de haut en bas, voilà, t'as compris. C'est pas bon. Ok. Voilà. Si par exemple je suis dans un open space avec mixte, mais que je crie dans l'open space, les gars, on va voir le foot ce soir avec une bière, qui est chaud. Ouais, là, c'est pas bon là. Bah non. Ouais, ou alors tu dis, les gars, les meufs, on va voir le match et t'inclus tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai que s'il y a trop de choses organisées qu'entre mecs, ça exclut les femmes des événements sociaux, quoi. Ouais. J'ai entendu il y a quelques jours dans un bureau, je citerai pas le bureau, je citerai pas les gens, un homme s'exprimer envers une collaboratrice en disant ma petite la petite Agathe, par exemple, j'ai n'importe quoi. Ouais. Elle lui a dit, mais je suis pas petite. Bah oui. Et elle a dit, mais c'est affectueux. Mais oui. Ah, implacable. C'est affectueux. Ça semble implacable, mais c'est complètement sexiste. On est d'accord. Moi, ça m'a choqué sur le coup. Ouais, ça t'a choqué. Il n'y a pas d'affection et elle se serait pas permis, elle, de dire mon petit Mathieu ou mon petit Gérard ou voilà. Exactement. Alors là, c'est problématique parce qu'effectivement, on se permet moins de faire ça avec les hommes. Eh oui. Et ça maintient dans une position d'infériorité un peu. Bah oui, ma petite. C'est forcément qu'elle est plus petite. Exactement. En tout. Et du coup, les femmes intègrent ça et finalement, elles se disent effectivement, je suis petite. Et je ne vais pas grandir autant qu'un homme au sein de l'entreprise. C'est insidieux, mais ça existe. Faites attention, messieurs. Faites attention, messieurs. Faire la bise, on le fait beaucoup moins. C'est peut-être une des seules choses positives du Covid, parce que franchement, je pense que ça embêtait tout le monde au final de faire la bise. Ouais. Mais si ça revient et que voilà, on est tous immunisés, tout va bien, plus de Covid, qu'on refait la bise, c'est sexiste de faire la bise. Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire, selon toi? C'est une bonne question. Là encore, je crois que c'est en fait, tout est une question d'empathie et de sensibilité. C'est-à-dire que c'est sentir ce qui est OK pour la personne qu'on a en face et ce qui n'est pas OK. Et sentir qu'on n'impose rien. Voilà, si on sent que c'est OK pour cette femme qui fait la bise à tout le monde, de toute façon, c'est très bien. Si on sent qu'on lui met un peu la pression pour lui faire un bisou tous les jours, c'est pour ça qu'il y a une éducation des hommes à faire sur, et des femmes aussi, sur en fait ne pas mettre de pression, ne pas utiliser l'ascendance qu'on a naturellement, faire attention et être empathique et être à l'écoute. Bah écoute, je pense que c'est un beau mot de la fin. Il y aurait plein d'autres situations qu'on décrypter. Je sais que pour en avoir parlé en préparant l'émission, tu m'as dit mais moi on m'a déjà demandé d'aller chercher des cafés dans une réunion remplie d'hommes et c'est complètement incroyable. Voilà, effectivement, être tactile avec les femmes, c'est peut-être OK si on est aussi tactile avec les hommes qu'avec les femmes. Ou me présenter seulement par mon prénom. Par ton prénom. Ouais, voilà. Ça arrive, ça m'est souvent arrivé ça. Ouais. Écoutez, effectivement, il y a plein de choses, il y a plein de biais, il y a plein de réflexes. On n'est pas du tout en train, je pense, avec Livia, de porter des jugements sur les personnes qui ont ces réflexes, qui font ces choses-là. C'est pas du tout notre propos. Non, pas du tout. Et moi-même, je me suis livré dans ce podcast en expliquant que moi-même, j'ai eu un certain nombre de mauvais réflexes, de mauvaises idées. Donc, je pense que l'idée n'est pas du tout de juger, mais en tout cas d'essayer de prendre conscience d'un certain nombre de choses pour peut-être corriger. Et lorsque on est dans un podcast qui veut faire vibrer la communication interne, on veut la faire vibrer correctement. Exactement. Comme il faut. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que personne n'est coupable, mais qu'on est tous responsables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à culpabiliser ni les hommes ni les femmes de cette situation. Mais en revanche, maintenant qu'on sait que ça existe et que c'est une réalité, on est tous responsables de faire changer les choses. Merci beaucoup, Livia. Merci, David. Pour cet entretien. Livia Villaplana, je rappelle que tu es entrepreneuse de société Happy Skills sur du coaching de soft skills et Coachello, du coaching adressé à tous via Slack. Exactement. Une approche hyper intéressante, hyper innovante. Merci infiniment de nous avoir apporté dans ce podcast tes lumières, ton expérience. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie de partager avec vos équipes ces points de vue. Livia fait des formations en entreprise. Elle a été couverte par plusieurs médias sur le sujet, donc je le dis, tu le diras pas mais je le dis, j'ai lu des articles sur ce que tu fais et donc je sais que tu le fais plutôt bien. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Vibration, le podcast qui fait vibrer vos communications internes. Ciao.